la souveraineté, c'est tout d'abord le fait pour un gouvernement ou pour n'importe quelle, je dirais, institution, de pouvoir décider par elle-même. C'est cela, la souveraineté. Vous avez par exemple ce que dit Carl Schmitt dessus, la souveraineté, c'est la faculté de décider de l'état d'urgence et de décider de ce que l'on va traiter dans l'état d'urgence. Bon. Donc ça définit évidemment une idée de la souveraineté qu'il exerce. Après, se pose la question de savoir d'où provient cette souveraineté. Et de ce point de vue-là, il y a une très grande tradition dans le droit français, ce qu'on va appeler après le droit constitutionnel, mais qui au début est tout simplement le droit, c'est l'idée que celui qu'on appelle le souverain, le roi, n'est roi qu'en raison d'un fidéicommis de la noblesse ou du peuple. Vous retrouvez par exemple cette idée dans les Mémoires de Saint-Simon, où il dit en fait ce fidéicommis est exercé par des lignées royales, les Capet, les Valois, les Bourbons, etc. Mais il implique pour cette famille royale, le fait du respect d'un certain nombre de lois fondamentales. Ce qui veut donc dire, s'il y a des lois fondamentales que même le souverain ne peut changer, qu'il n'est pas réellement le souverain, ou plus exactement, qu'il ne dispose que d'une délégation de pouvoir. Et donc à ce moment-là, se pose la question de savoir qui a le pouvoir, et la réponse, c'est, grosso modo, le peuple. Alors après, évidemment, il y a eu des définitions très différentes du peuple. Par exemple, pour les auteurs au Moyen-Âge, ou à la Renaissance, voire même pour Saint-Simon, le peuple c'est la noblesse, si vous voulez. Il ne conçoit pas le peuple dans notre conception moderne. Mais, et c'est très important, il conçoit par contre parfaitement la distinction entre la personne qui exerce la souveraineté et l'existence même de cette souveraineté. Et de ce point de vue-là, il y a un fait qui est rapporté par Saint-Simon et qui est très très intéressant. Vous savez, c'est à la mort de Louis XIV, alors justement on en parle beaucoup, les 300 ans de la mort de Louis XIV, nous les fêtons actuellement, et Louis XIV est en train de mourir, il va décéder quelques jours plus tard, il est sur son lit, très malade, très affaibli, il reçoit les grands nobles qui venaient à son petit coucher, dont fait partie Saint-Simon, qui à l'époque, il faut le rappeler, est quand même duc et pair, c'est l'une des personnalités les plus importantes du royaume, et Louis XIV tient le discours suivant, il leur dit « Ah, elle a voulu, elle, c'est Madame de Maintenon, elle a voulu que je rédige un testament. Je l'ai fait pour être tranquille. Mais il en sera comme de celui de mon père, il sera cassé le jour de ma mort. » Autrement dit, Louis XIV, que l'on présente un petit peu comme le prototype du despote absolu, sait très bien qu'il n'a pas les moyens, une fois qu'il est mort, de faire durer son pouvoir. Et il sait très bien qu'il ne peut pas imposer des choses qui sont contre ce que l'on appelle les lois fondamentales du royaume. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut nous dire qu'en réalité, il est bien, certes, le délégataire d'une puissance souveraine, mais il n'est pas à l'origine de cette puissance souveraine. Et c'est d'ailleurs très exactement la conclusion que tire Saint-Simon de cet incident, où il rapporte d'ailleurs qu'effectivement, le testament du roi sera cassé non pas le jour de sa mort, mais le surlendemain par celui qui va devenir le régent, qui le fait porter devant le Parlement de Paris et qui le fait casser par le Parlement de Paris. Bon, et Saint-Simon explique que si le testament a été cassé, c'est parce qu'il y avait là, dedans, des actes qui étaient incompatibles avec les lois fondamentales du royaume. Donc ça, c'est quand même très important. Ça veut dire que vous avez une vraie distinction entre l'origine de la souveraineté et la personne qui exerce à un moment, à travers une délégation, cette souveraineté. C'est très important parce que ça a si vous voulez, ça a des conséquences modernes.
on peut déléguer la souveraineté. On ne peut pas l'aliéner. Et, c'est un point important, toute délégation peut toujours être révoquée. On ne peut donc pas enchaîner les générations futures. Exactement. Et ça, d'ailleurs, c'est un principe qui est très bien compris et qui est très bien explicité par toute une série de, de responsables politiques et de grands juristes, en particulier des grands juristes américains, qui disent, et on le voit que ce soit Jefferson, etc., qui disent « Nulle génération n'a le pouvoir d'enchaîner la génération qui la suit ». Et donc ça, c'est un point important. La souveraineté peut certes se déléguer, on peut parfaitement décider à un moment donné que le peuple va déléguer cette souveraineté à certaines institutions ou même à un homme, mais il ne peut pas l'aliéner. Et ce principe, en fait, se retrouve au cœur du débat, par exemple, sur le fonctionnement de l'Union européenne et sur l'application des traités. Donc voilà, la souveraineté, si vous voulez, c'est deux principes. C'est un principe d'exercice et c'est un principe de source. Et il faut toujours comprendre que la source de la souveraineté, elle est essentielle si on veut comprendre pourquoi celui qui exerce la souveraineté peut l'exercer. Si vous voulez, c'est en fait quelque chose d'assez simple, qui est bien maîtrisé, là encore, par toute la tradition juridique européenne, mais pas qu'européenne d'ailleurs, parce qu'on retrouve à peu de choses près des formules du même type dans d'autres espaces culturels. Le point important, c'est, pour qu'une loi fonctionne, elle doit avoir à la fois des formes dites légale, mais elle doit aussi avoir un contenu de souveraineté. Et cela, si vous voulez, se comprend de la manière suivante. Une loi, une règle, une norme, ne peut pas être contestée immédiatement, mais on sait très bien qu'elle sera toujours appelée à être contestée dans le futur. Ne serait-ce que parce que le contexte dans lequel cette loi est prise a changé. Donc, qui va avoir autorité pour contester cette loi? La personne ou l'instance ou l'institution qui détient la souveraineté. Et donc, on voit très bien à ce moment-là que dans une loi, vous avez deux choses. Vous avez, je dirais, un appareil technique, et puis vous avez des principes de droit. Et l'appareil technique peut être, je dirais, établi ou peut être corrigé par des cours, mais les principes de droit, eux, dépendent essentiellement de qui a la souveraineté. Alors, cette articulation entre légitimité et légalité, je dirais qu'elle est vieille comme le monde occidental, ou comme le monde méditerranéen, plus exactement. Vous savez que c'est elle que l'on retrouve dans la pièce de Sophocle, Antigone. Antigone, cette tragédie, elle est construite autour de trois personnages. Autour du roi, qui dit il faut ramener l'ordre dans la ville après une guerre civile, et qui défend un principe de légalité. Antigone, qui dit oui, mais on ne peut pas laisser quelqu'un sans sépulture parce que c'est faire injure aux dieux, et qui, d'une certaine manière, se situe du point de vue de la légitimité de l'acte. Et puis il y a une troisième personne qu'on oublie d'ailleurs, si vous voulez, que dans la majorité des lectures modernes, on oublie, qui est Aimon, fils de Créon, fils du roi, et fiancé, amant d'Antigone, et qui dit mais non, il nous faut les deux. Oui, je reconnais qu'il faut, d'une certaine manière, ramener l'ordre dans la cité. Et il est sensible aux arguments de son père. Mais il dit à son père aussi, mais tu ne peux pas ignorer ce que te dit Antigone. Antigone, en fait, soulève le problème de la légitimité
de la loi. Bon, comme c'est une tragédie, évidemment, ça se passe très mal. Mais il ne faut jamais oublier que pour les grands auteurs grecs, et pour les Grecs en règle générale, la tragédie a un but d'éducation. Si vous voulez, on ne fait pas des pièces de théâtre pour son plaisir, on fait des pièces, en particulier des tragédies, pour éduquer le citoyen athénien ou de n'importe quelle autre cité grecque. Donc voilà, ça c'est la première apparition, je dirais, constituée de cette opposition entre légalité et légitimité, et après on va le voir se développer dans le cadre de la Rome républicaine, puis de la Rome impériale, avec l'auctoritas et la potestas. L'auctoritas, c'est pas l'autorité, c'est la légitimité en réalité, et la potestas, c'est la capacité de faire appliquer la loi, c'est la légalité. Et en fait, tous les grands magistrats romains doivent détenir les deux, si vous voulez. Et c'est un point qui est extrêmement important. Donc on voit que c'est quelque chose de très ancien, et que beaucoup de juristes, beaucoup de légistes ont réfléchi sur ce que serait un monde qui ne serait mu ou qui ne serait réglé que par la légalité, et ont tous abouti à la même conclusion: ce monde serait un monde de parfaite tyrannie. Si vous voulez, une autorité n'est légitime que si elle représente d'une certaine manière le détenteur final de la souveraineté. Ce détenteur final de la souveraineté, c'est le peuple, mais il faut savoir que, comme je l'ai dit, on a donné des définitions extrêmement variées du peuple. La définition qui se construit, politiquement d'ailleurs, en France, mais aussi globalement en Europe, entre la fin du Moyen-Âge, le XIVe siècle, grosso modo, et la fin des guerres de religion, la fin du XVIe siècle. Donc, si vous voulez, pendant ces 2 siècles de troubles extrêmement violents, c'est l'idée que ce peuple, il a une base politique, et il n'a pas une base soit ethnique, soit religieuse. Pour une raison très simple, c'est que les contemporains sont confrontés au principe de l'hétérogénéité, alors de l'hétérogénéité ethnique, de l'hétérogénéité religieuse en particulier, que ce soit à cause de la Réforme, qui, d'une certaine manière, brise l'unité du monde chrétien. Alors, elle avait déjà été brisée, puisqu'il y avait déjà eu le schisme avec les orthodoxes, mais d'une certaine manière, ça se passait à l'Est, je dirais, sur les marges du monde chrétien. Il y avait eu des hérésies aussi. Il y avait eu des hérésies. Il y avait, malgré tout, la présence dans des royaumes chrétiens des Juifs et des Arabes. Et là, si vous voulez, il y a un vrai problème. Est-ce que l'on doit aller vers l'homogénéité religieuse, ou est-ce que l'on doit au contraire reconnaître cette hétérogénéité et poser la question, non pas en termes d'homogène ou d'hétérogène, mais poser la question en termes d'unité politique. Et il est intéressant de voir que, de ce point de vue-là, 2 pays vont avoir 2 modes de réponse très différents. L'Espagne va décider que l'homogénéité est, je dirais d'une certaine manière, la base de constitution d'un peuple, et elle va expulser ses juifs, les Marranes, elle va massacrer ou expulser les Arabes qui vivaient dans le royaume chrétien, ce qu'on appelle la guerre des Morisques qui a lieu en Espagne, et elle va se constituer autour de l'idée un roi, une foi, une loi. Bien. Et c'est pas du tout ce qui se passe en Europe occidentale, enfin disons, dans l'Europe du Nord, et cette fois-ci la France fait partie de l'Europe du Nord, où il y a tout à fait une autre vision de l'hétérogénéité religieuse. Alors je ne dis pas que cette vision elle est apparue immédiatement et naturellement, non, elle est apparue dans des drames assez abominables. Hein. Vous savez que les guerres de religion ont été probablement un des
pires événements en France et à côté, les guerres de religion ont aussi ravagé l'Allemagne. Mais à partir de là, les contemporains ont compris qu'ils n'arriveraient pas, d'une certaine manière, à réduire cette hétérogénéité religieuse. Et donc ils se sont dit, mais comment on fait ? Et la réponse, elle est donnée simultanément par des penseurs protestants et des penseurs catholiques, qui consiste à dire, non, ce qui fait le peuple français, c'est le fait de reconnaître le roi de France. Autrement dit, c'est un lien politique. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque ça nous fait basculer, en réalité, dans les conceptions modernes du monde, dans la conception moderne de la politique. Et là, on voit que se construit, en fait, dans le même temps, une architecture politique qui va nous donner la démocratie, mais qui va nous donner la démocratie par des voies qui peuvent être différentes. Par exemple, elle prendra la forme républicaine en France, elle prendra la forme d'une monarchie parlementaire en Grande-Bretagne. Je ne pense pas que la Grande-Bretagne soit plus ou moins démocratique que la France, hein, si vous voulez. Donc on voit très bien que la forme républicaine n'est pas, de ce point de vue-là, essentielle, mais on voit aussi très bien que dans ces deux pays, on est très influencé par les écrits de certaines personnes, de certains légistes de l'époque, que ce soit Bodin, après ce sera Hobbes en Angleterre. Donc ça se construit, et en même temps, dans le même mouvement, se construit l'idée que pour qu'un peuple puisse exister comme réalité politique, eh bien, il faut que les idées religieuses soient cantonnées dans la sphère privée. Ah oui, c'est quoi la sphère privée ? Donc il faut en même temps imaginer cette distinction entre le privé et le public. Et si vous regardez en histoire, vous voyez que même anthropologiquement c'est très intéressant, parce que vous avez au niveau social l'émergence de la vie privée. Alors cette émergence de la vie privée, elle se fait d'ailleurs pour toute une série d'autres raisons, mais il se fait qu'elle est congruente avec cette question de la séparation entre la sphère politique et la sphère privée pour les questions religieuses, et qu'elle est aussi congruente avec la constitution, en fait, de la chose publique, de la res publica, qui est le titre du fameux livre de Jean Bodin, les 6 livres de la République. C'est pas la République de 1789, bien évidemment, mais c'est l'idée, il y a des choses communes que l'on construit ensemble pour le bien commun. Et ça, c'est une idée absolument essentielle. Donc, si vous voulez, on voit naître à ce moment-là, dans l'Europe, je dirais, occidentale, à la fois une vision de la vie politique. La vie politique a pour but de construire un bien commun et de le mettre en œuvre. Une vision de la laïcité et une vision, en fait, de la séparation entre une vie privée et une vie publique, qui n'existait pas dans le haut Moyen-Âge, si vous voulez. Dans le haut Moyen-Âge, on n'aurait pas pu écrire, ce qu'on écrira au XVIIIe siècle, les vices privés font les vertus publiques. Ça c'était impossible, puisqu'il n'y avait pas la distinction. Même chose, dans la Rome, que ce soit la Rome républicaine ou la Rome impériale, il y a très peu de divergence, ou très peu de distinction entre la vie privée et la vie privée et la vie publique, entre la sphère privée et la sphère publique. Par exemple, les Romains ont cette pratique qui nous semble effroyablement barbare, mais qui ne leur semblait pas du tout barbare à eux, c'était l'exposition des enfants pour protester contre des décisions de l'empereur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils mettaient les enfants
leurs enfants sur le pas de la porte et qu'ils les laissaient mourir jusqu'au moment où l'empereur se décidait à changer d'avis ou à changer de politique. Donc vous voyez bien, il y a là une espèce de complète imbrication entre la vie privée et la vie publique. Bon, on a d'ailleurs des situations du même ordre dans les grandes civilisations d'Asie, en particulier au Japon, où on voit par exemple que le fait de se suicider est un acte politique. C'est pas un acte privé, c'est pas un acte personnel. Bon. Donc ça veut dire que là aussi il n'y a pas encore de séparation, si vous voulez. Il y a une très grande porosité entre la sphère publique et la sphère privée. Et puis progressivement les choses évoluent, et donc je vous dis, à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, il y a bien l'émergence de la distinction de cette sphère privée et de cette sphère publique, dont d'ailleurs l'une des conséquences, parce que cette distinction va se constituer d'abord en France et puis après dans les autres royaumes, mais dont une des premières conséquences va être le début précoce de la transition démographique dans le cadre du royaume de France. C'est-à-dire le fait que les Français commencent à pratiquer, à partir de 1720-1750, un début de contrôle des naissances. Ce qui fait que la France ne va plus être ce pays le plus peuplé d'Europe et va progressivement voir sa population augmenter moins vite que les autres. Pas encore stagner, mais disons augmenter moins vite que les autres. Et ça, il y a toute une série d'historiens, en particulier André Bruguière, qui travaillent dans cette maison, qui ont montré que c'était le produit de l'émergence de la sphère privée par rapport à la sphère publique. Et un point qui est très important, c'est que pour Bruguière, cette émergence est aussi liée au phénomène de la réforme et de la contre-réforme. Bon, donc on voit très bien l'imbrication, si vous voulez, de ces trois dimensions, de la dimension purement politique, de la dimension du mode de gestion des croyances, donc des différentes religions, et de la dimension de la gestion de la vie privée par rapport à la vie publique. Ces trois aspects sont certes chacun différents, chacun va suivre sa ligne d'évolution, mais ils sont en réalité très intimement mêlés. Oui, je pense. Alors, on peut dire que cette séparation, elle est probablement remise en cause par des moyens techniques, si vous voulez. Alors, vous avez le moyen technique classique du selfie, le fait que les téléphones portables puissent aujourd'hui servir à la fois d'appareil de photo, mais aussi de poste de transmission par rapport à Internet, et que donc partie de la population, essentiellement les jeunes, mais pas seulement, se décident de mettre, si vous voulez, sur Facebook des images qu'ils prennent extrêmement vite. Bon, oui, ça contribue d'une certaine manière à cette distinction, à cet affaiblissement de la distinction entre la vie privée, la sphère privée et la sphère publique. Il y a eu aussi ce qu'on appelle les idéologies totalitaires du XXe siècle, qui sont allées dans le même sens, si vous voulez. L'idéologie nazie, d'une certaine manière, l'idéologie de l'URSS stalinienne, prônait aussi le fait que les individus n'aient plus de sphère privée, ou en tous les cas, aient une sphère privée réduite au strict minimum. Donc, il y a toujours eu ça, d'une certaine manière, depuis 50 à 70 ans, mais aujourd'hui, oui, c'est vrai, on est en train de voir une mise en cause de cette distinction entre sphère privée et sphère publique, ce qui, par ailleurs, pose la question de la possibilité formelle d'existence d'une démocratie.